Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de 24 heures Sénat. Voici les titres. Au lendemain de la défaite de la gauche aux élections départementales, un troisième tour sous tension. Faute de majorité absolue dans certains départements, droite et gauche pourraient faire alliance pour faire barrage au Front National. Les conséquences de la perte de 25 départements au profit de la droite, Manuel Valls annule sa participation demain au Conseil des ministres franco-allemand à Berlin. Il doit s'adresser aux députés socialistes. On retrouvera en direct de la rue de Solferino Mickaël Zamès pour les dernières informations. Faut-il sanctionner les prostituées ou leurs clients? Le Sénat rouvre le débat avec l'examen d'une proposition de loi PS qui vise à lutter contre le système prostitutionnel. Le décryptage de Faustine Saint-Geniès dans un instant. Du rose au bleu, voici la nouvelle carte des départements. Le PS, hier majoritaire, a été submergé par cette vague bleue. Il subit la perte de 25 départements, dont les plus symboliques comme la Corrèze, l'Essonne ou encore le Nord et les Bouches-du-Rhône, bastion historique de la gauche. L'UMP et l'UDI remportent 66 départements. Le Front National n'en gagne aucun. Pourtant, il faudra scruter à la loupe ce que l'on appelle le troisième tour, l'élection des présidents de conseils généraux jeudi dans les départements où il n'y a pas de majorité absolue à l'issue de ce second tour. Cécile Sixou et Nathalie Guilloire pour les explications. Lendemain d'élection et gueule de bois dans 5 départements, aucun parti n'a obtenu une majorité de sièges. Tout reste donc à jouer pour l'élection d'un nouveau président. Parmi les départements sur la sellette, l'Aisne. Avec ses 21 cantons, il fallait obtenir 11 cantons pour pouvoir accéder à la présidence. Or l'UMP en obtient 9, le PS 8 et le FN 4, ce qui veut dire qu'aucun des partis n'a la majorité absolue. Nous avons aujourd'hui cette majorité relative. La gestion sera compliquée, nous le savons bien, mais à partir du moment où il y a la majorité relative, ça donne de la clarté pour le troisième tour. Voilà pourquoi je dis à ceux qui ont déjà en tête les combinaisons, les petits calculs, ça sera sans nous. Le FN jouera donc le rôle d'arbitre, comme dans le Vaucluse où le parti de Marine Le Pen, associé à la Ligue du Sud, a obtenu 5 cantons. Entre UMP et PS, le parti d'extrême droite ne se fait guère d'illusions sur les accords possibles. Le PS et l'UMP vont faire alliance comme d'habitude et vont s'entendre pour faire élire un président de chez eux. Peut-être aussi le président sortant, allez savoir. Le FN pourrait s'abstenir et laisser droite et gauche dans une égalité totale. Après le premier tour, nous avons appelé, nous, républicains de gauche, à soutenir l'UMP dans les cantons où ils étaient opposés au Front National. Il serait tout à fait logique qu'en retour, nous puissions trouver peut-être une plateforme de discussion et d'accord. Dans les départements du Gard et du Pas-de-Calais, c'est la gauche qui obtient le plus de sièges, mais sa majorité est fragile. Seul un ralliement du front de gauche lui donnerait une majorité absolue. Enfin, dans le Tarn-et-Garonne, fief de Jean-Michel Baillet depuis 30 ans, l'affaire est délicate pour le président du PRG. Les négociations vont bon train. Si la gauche est en tête, un binôme pourrait faire la différence. Classé divers gauche par le ministère de l'Intérieur, il se revendique en réalité sans étiquette et indépendant. Et je vous le disais, parmi les pertes symboliques à gauche, l'Essonne, fief du Premier ministre Manuel Valls, a basculé hier à droite. Le département a été dirigé par le frondeur Jérôme Gage. Voyez ce reportage d'Elisa Bertholomé, Caroline Motte et Fanny Anot-Walia. Les traits sont tirés, les mines sombres. Il est plus de 23 h quand Jérôme Gage, président socialiste sortant, arrive à la préfecture. La gauche ne conserve que 6 cantons sur les 21 en jeu. Une claque. Pour son bouillonnant président, la défaite est amère. Je ne cherche pas de circonstances atténuantes. Je dis juste qu'on va dans le mur et c'est une erreur supplémentaire que de ne pas en tirer tous les enseignements. Il faut tirer tous les enseignements de ce qui s'est passé. Lucidement, quoi. Je veux dire, les gens ont besoin de réponses concrètes quand la gauche est aux responsabilités. À quelques kilomètres de là, les visages sont beaucoup plus réjouis. Avec 43% des voix et 13 cantons, la droite remporte largement cette élection. Son chef de file, Georges Tron, peut être satisfait. Pourtant, arrivé à la préfecture, pas question pour le candidat UMP de saluer son adversaire socialiste. La campagne faite en grande partie sur les ennuis judiciaires de Georges Tron a laissé des traces. Alors cette victoire a comme un air de revanche personnelle.
Je veux simplement dire que quand on se laisse aller à des propos, à des anathèmes de l'extrême droite, on est sanctionné dans un pays comme le nôtre, dans un département comme le nôtre, comme l'extrême droite doit être sanctionnée. Je n'ai pas cherché à polémiquer pendant la campagne, je ne cherche pas plus à polémiquer ce soir. C'est une belle victoire pour la démocratie, c'est une belle victoire pour l'Essonne, et je le dis très clairement, c'est une belle victoire pour toute une génération dont Aurélie est une des représentantes à mes côtés. Des résultats sans équivoque, mais une campagne loin d'être terminée. Place maintenant à l'élection du président du département, le 3e tour. Georges Tron se maintient dans la course malgré le rejet de sa candidature par les autres élus de droite. Il se présente donc contre François Durovray, le candidat choisi par l'UMP. Autre bastion historique de gauche à subir de plein fouet les conséquences de la division de la gauche au premier tour, le département du Nord, avec un grand vainqueur, le sénateur Jean-René Lecerf, nouvel homme fort du département. Voyez ce reportage de nos envoyés spéciaux sur place, Louis Sibyl et Paul Bouffard. C'est désormais le nouveau visage du département. Jean-René Lecerf, le sénateur, mais aussi certainement le futur président du conseil départemental. Maintenant que je l'ai, Sagesse sénatoriale oblige, devant la victoire écrasante, 26 cantons sur 41, il reste mesuré. j'estime qu'on ne doit jamais considérer une alternance comme étant un phénomène historique ou un Big Bang. Une alternance, c'est un moment normal de la démocratie et c'est une oxygénation de la démocratie. À gauche, au Conseil général, triste mine à l'annonce des résultats. Pour Patrick Kanner, le ministre et l'ancien président du département, l'union de la gauche a échoué. Notre désunion au niveau de la gauche a été mortifère. Nous avions tout pour réussir, et notamment en tenant compte du fait que nous tenions ce département ensemble depuis 1998. Il y avait 4 vice-présidents communistes qui ont fait un formidable travail. Aujourd'hui, tout est à recommencer, malheureusement, mais à partir de 15 cantons de gauche, 10 socialistes, 5 communistes. Le Nord bascule après 17 ans de présidence socialiste. Aujourd'hui, seule la parole de Martine Aubry porte encore. Pour elle, Matignon, l'Élysée doivent prendre leurs responsabilités. Tout cela nécessite une analyse sur ce vote de protestation, il faut bien dire, par rapport à la politique nationale, puisque ce n'est pas par rapport à la politique départementale que les Français se sont exprimés. Et nous attendons effectivement, notamment de la part du président de la République, montrer qu'il amplifie encore l'effort. Prochaine échéance dans 9 mois, les régionales. Le combat risque d'être rude. Depuis sa création, cette région a toujours été à gauche. Une nouvelle victoire de la droite signerait une grande conquête sur les terres de l'ancien Premier ministre Pierre Mauroy. Et au Parti socialiste qui ne gouverne plus désormais que 34 départements, les négociations vont bon train. On va tout de suite retrouver Mickaël Zamès en direct de la rue de Solferino. Mickaël, vous êtes au siège du PS. Alors que s'est-il passé? De quelle nature sont les tractations qui ont lieu cet après-midi entre Jean-Christophe Cambadélis et les frondeurs notamment? Très sincèrement, pour la photo de famille, pour le rassemblement, on attendra encore un tout petit peu. Ça ne sera pas pour aujourd'hui, tout simplement parce que les uns et les autres sont sortis devant la presse en ordre dispersé, chacun avec ses troupes derrière lui, pour montrer un petit peu ses forces. En tout cas, ils sont d'accord sur un constat très simple qui, en politique, est une sorte de règle. Si vous partez divisé, vous allez quasiment à l'échec. Il faut donc l'union, et l'union, c'est l'urgence. En tout cas, pour Jean-Christophe Cambadélis, qu'on va écouter. Il y a une prise de conscience. Les départementales ont joué comme un révélateur dans la gauche. À savoir que si nous continuons comme ça, élection après élection, la gauche sera marginalisée. Le débat se passera entre le Front National et les partis de droite. Et la gauche devra, petit à petit, être un soutien des partis républicains contre le Front National. Alors l'union c'est bien, mais l'union ça se construit et les Verts, eux, ils veulent des gages, des actes. Et donc Jean-Christophe Cambadélis a proposé 4 groupes de travail. L'un tout d'abord sur l'écologie, il faut donner des signes. L'autre sur l'économie. Et le texte d'ailleurs qui va arriver au Sénat, la fameuse loi Macron, sera l'occasion de pouvoir donner quelques signes dans ce sens. Il y aura également un groupe de travail sur les institutions, une réponse par rapport au Front National. Et évidemment sur les élections, parce que c'est le nerf de la guerre. Ils veulent des négociations en vue des élections régionale du mois de décembre prochain. Alors, sur ces propositions, qu'en pense Emmanuelle Cos, la patronne des Verts? On va l'écouter. Le rassemblement, de toute façon, ça se construit. Et il y a un moment, il faut retrouver les éléments du dialogue, mais aussi des actes.
Et c'est pour ça que nous nous voyons, c'est pour ça que nous rencontrons d'autres forces politiques et qu'il y a de toute façon urgence, il me semble aujourd'hui, à travailler à ce que cela soit possible. Et nous verrons bien. Aujourd'hui, nous sommes dans une position de discussion et nous voulons que cette discussion soit menée jusqu'au bout et qu'aussi on ne puisse pas continuer à nous tenir de discours de rien ne change. Très sincèrement, ça va être difficile pour le Parti socialiste. On ne se cache pas ici. Un sénateur qui est descendu pour nous parler un petit peu tout à l'heure nous disait que la discussion a été franche. On a mis les points sur les i, notamment le fait que les Verts aient quitté le gouvernement. Ça n'a pas été digéré par le Parti socialiste. Les critiques envers le gouvernement, ça n'a pas été digéré. Vous voyez, il y a encore beaucoup de travail. Du travail également pour le Premier ministre qui demain rencontrera l'Assemblée nationale, le groupe au Parti socialiste. Visiblement, l'heure des grandes explications ont commencé. Et si vous me permettez, eh bien, le rassemblement, c'est pas encore pour maintenant. Merci beaucoup, Mickaël, pour toutes ces explications. Alors à droite, pas de triomphalisme, même si l'UMP et l'UDI sont les grands vainqueurs de ce scrutin. À Marseille, la droite a réussi à mettre un terme à l'ère de Jean-Noël Guérini. Le sénateur régnait en maître sur le département depuis 1998. Flora Sauvage, Jérôme Rabier et Julie Hulin sur place. À Marseille, c'est la fin de l'ère Guérini. Sur le Vieux-Port ce matin, les mines sont réjouies. Je suis bien content de Guérini, il n'est plus. Il a fait son temps, donc il faut changer, il faut le changement. 17 ans de magouille, ça fait vraiment beaucoup. Avec 16 cantons sur 29 pour la droite, le socialiste Jean-Noël Guérini perd la présidence du département. Réélu dans son canton, il redevient simple conseiller départemental, une défaite qu'il attribue à la division de la gauche. Nous avons perdu les élections. Nous avons perdu la majorité départementale ce soir. La faute, j'en assume, dans la vie, il faut assumer ses responsabilités, mais la faute avant tout à la division de la gauche, qui a été un véritable désastre. À droite, l'heure est aux réjouissances et la star, c'est elle. Entrée en politique en 2001, Martine Vassal va prendre les rênes du département des Bouches-du-Rhône. Ancienne chef d'entreprise, cette conseillère générale UMP était présidente du groupe d'opposition depuis 6 ans. Son mentor, Jean-Claude Gaudin, salue sa victoire. Ce sera une femme qui présidera l'institution départementale, une femme de qualité, une femme de conviction, une femme qui tiendra l'équité et la justice dans l'ensemble des cantons du département. Avec 2,5 milliards d'euros, le budget des Bouches-du-Rhône est l'un des plus importants de France. Tout l'enjeu pour la présidente du département va être de s'émanciper pour passer de l'ombre à la lumière. Et on va tout de suite retrouver en direct du siège de l'UMP, rue de Vaugirard à Paris, Sophie Normand-Couturier. Bonsoir Sophie. Alors le bureau politique vient de se terminer. L'objectif c'était de revenir sur les résultats de ces départementales, mais pas seulement Sophie. Oui, évidemment, l'objet principal de ce bureau politique, c'était avant tout de revenir sur la large victoire de la droite hier, qui, je vous le rappelle, a remporté 2/3 des départements. Une victoire attribuée à Nicolas Sarkozy par ses proches. D'autres, à l'UMP, ont le triomphe plus modeste et voient dans ces résultats avant tout l'échec de la gauche, quand d'autres encore mettent en avant la stratégie gagnante de l'UMP et du centre, et donc une victoire collective. Quelques divergences de point de vue, mais tous ici s'accordent à dire que Nicolas Sarkozy est parvenu à rassembler sa famille politique, elle qui était divisée avant son retour par la guerre entre fionistes et copéistes. Il s'agissait aussi de se mettre d'accord sur la stratégie à adopter pour la suite des événements avec les élections régionales, puis la primaire pour la présidentielle. L'alliance avec le centre sera confortée, dit-on. Nicolas Sarkozy veut inventer un nouveau parti en vue de 2017. Cela passe aussi par un nouveau nom pour le parti. Des points qui seront évoqués lors du congrès de l'UMP le 30 mai prochain. Merci beaucoup Sophie Normand-Couturier, et on ouvre à présent notre page consacrée à l'actualité du Sénat ce soir avec Faustine Saint-Geniès. Bonsoir Faustine. Bonsoir Delphine. Alors le Sénat a rouvert le débat sur la lutte contre la prostitution avec l'examen d'une proposition de loi. Elle remonte à 2003 et pour les sénateurs, bien pas question de pénaliser les clients des prostituées. En revanche, ils pourraient rétablir le délit de racolage. Est-ce que c'est un moyen de sanctionner les prostituées? Effectivement Delphine, c'est un choix qui a été fait par la commission spéciale du Sénat. Cette proposition de loi, en fait, elle pose la question: qui faut-il pénaliser? Est-ce qu'on pénalise les prostituées ou est-ce qu'on pénalise les
client. Selon qu'on choisit l'un ou l'autre, on détermine l'esprit qui est insufflé dans ce texte. On l'a dit, la commission spéciale chargée de ce texte au Sénat a fait un choix clair. Pas de sanctions pour les clients. Et en revanche, elle se dit favorable à la restauration du délit de racolage. Donc on pénaliserait les prostituées. Pour le président de cette commission, l'UMP Jean-Pierre Vial, eh bien, cette sanction contre les prostituées, c'est le meilleur moyen de lutter et de remonter toutes les filières, et notamment les filières mafieuses. On l'écoute. Le fondement même de ce texte, c'est d'essayer de lutter le plus efficacement possible contre les réseaux. La prostitution en France, ça représente aujourd'hui 80% de prostituées qui viennent de l'étranger. Ce sont donc des réseaux qui sont bien connus en direction de l'Afrique, d'autres en direction de l'Europe centrale, d'autres dont on parle beaucoup moins, mais qui relèvent d'ailleurs plus de réseaux mafieux que de simples réseaux de prostituées. Donc nous sommes sur un sujet éminemment sérieux, où on voit bien qu'il faut prendre des mesures efficaces, et de toute évidence, le délit de racolage est beaucoup plus approprié. Alors, cette orientation, vous vous en doutez, elle n'a pas du tout fait l'unanimité. Il y a eu plusieurs manifestations samedi à Paris. Et puis, dernièrement, là, à l'arrivée du texte au Sénat, en début d'après-midi, devant le Sénat, des associations, des prostituées, parce que la suppression du délit de racolage, c'est le seul point qui fasse l'unanimité dans tout ce milieu. Pour eux, eh bien, le délit de racolage, il pointe du doigt les prostituées, il les contraint à se cacher et accentue leur précarité et leur vulnérabilité. C'est aussi l'avis d'Esther Benbassa, sénatrice écologiste et vice-présidente de la commission spéciale sur le texte. Je vous propose de l'écouter. Nous avons fait une loi qui va s'attaquer aux personnes prostituées qui sont déjà précarisées, lorsque le vrai débat, c'est de se battre contre le proxénétisme, contre la prostitution en réseau. Et pour cela, il faut se donner les moyens, mettre plus de personnel, et hélas, ce n'est pas le cas. Alors, on s'en doute, plusieurs amendements ont été déposés pour redonner au texte la teneur qu'il avait à l'Assemblée, sanctionner les clients, supprimer le délit de racolage pour les prostituées. Quel sera le choix définitif du Sénat? On aura la réponse demain, après la fin de l'examen du texte. Merci beaucoup, Faustine. Rendez-vous donc demain. 24 heures Sénat, tout de suite, le débat. Et on ouvre le débat de ce 24 heures Sénat consacré ce soir à l'analyse des résultats de ce second tour des élections départementales. Je vous rappelle bien que la vague bleue a submergé la France. 2/3 des départements vont désormais être gouvernés par l'UMP et l'UDI. On va en débattre dans un instant avec nos invités qui me rejoignent en direct sur ce plateau. Je suis avec Hélène Conway-Mouret. Bonsoir. Vous êtes sénatrice socialiste des Français établis hors de France. Merci d'être avec nous. Et Philippe Dominati, bonsoir, sénateur UMP de Paris. Alors, on va peut-être commenter dans un premier temps cette victoire de la droite. Philippe Dominati, est-ce que vous la devez aussi un peu à la gauche qui avait appelé à faire barrage au Front National, à mettre en place ce Front républicain qui vous a certainement permis d'obtenir des voix également? C'est surtout la sanction vis-à-vis de la politique du gouvernement et menée par le président de la République, oui. On la doit en grande partie à l'effondrement du lien qu'il y a entre le peuple et le gouvernement. Une réaction, Hélène Conway-Mouret Oui, qui est pas, je ne partage forcément pas ce qui vient d'être dit, mais ça ne vous surprendra pas. Non, c'est une élection locale qui a eu lieu. Alors, il est vrai que le Front National en a fait une élection nationale, puisqu'elle n'avait pas d'élu, elle avait un élu. Et que, bien sûr, c'est le Front National qui a fait une élection nationale, ou c'est le Premier ministre finalement qui a fait le choix délibéré de nationaliser ce scrutin? Le Premier ministre a réagi au fait que le Front National en faisait une élection nationale, n'ayant pas d'élus locaux. C'était une première pour eux. Eh bien, forcément, le débat a été sur les chaînes de télévision, dans les journaux, et je crois que Marine Le Pen en faisait vraiment un tremplin pour l'avenir pour elle. Et puis, bien sûr, le Premier ministre a réagi en demandant qu'il y ait un front républicain, comme cela avait été le cas pour d'autres élections précédemment, pour réagir et faire barrage à cette montée du Front National qui était les avec une électeurs base ont qui était sanctionné assez le haute. gouvernement, vous qui avez été ministre, il faut le rappeler, dans le gouvernement de Jean-Marc Ayrault.
Écoutez, je crois que d'abord, il faut en effet ne pas tourner la page et dire, voilà, l'élection est passée, on passe à autre chose. Certainement, nous avons besoin de prendre le temps d'analyser ce vote. Le vote Front National aussi, je crois qu'il faut y revenir. La droite a gagné, elle s'est positionnée, elle a su se rassembler, ce qui a fait sa force aujourd'hui. Nicolas Sarkozy en tire le bénéfice, c'était une idée d'Alain Juppé, mais enfin bon, et la gauche n'a pas su le faire. Donc il y a eu éparpillement. Il y a aujourd'hui une volonté de la part des Français de radicaliser aussi un peu la politique. Je crois qu'il faut regarder cela très très clairement. Le Front National est un parti d'extrême droite. La France n'a jamais été dirigée par l'extrême droite. Un électeur sur deux ne s'est pas rendu aux urnes, l'abstention reste encore. Oui, mais justement, pourquoi aussi cette abstention? Il y a peut-être le fait d'avoir essayé la droite, la gauche. On va faire réagir Philippe Dominati et de ne pas avoir été satisfait. Donc on se rabat sur l'abstention. Beaucoup de choses ont déjà été dites, notamment sur Nicolas Sarkozy. Hélène Conway-Mouret dit que c'était peut-être plus une victoire pour Alain Juppé que pour Nicolas Sarkozy. Oh, c'est plus une victoire pour Nicolas Sarkozy, je pense, puisqu'il a voulu prendre la responsabilité de prendre la direction du parti, de mouiller sa chemise, et le résultat est là. Donc pour l'instant, le président de l'UMP confirme en tout cas dans cette dynamique un retour gagnant. Et donc sur ce plan-là, mais le problème pour nous n'est pas de choisir les hommes, le moment n'est pas venu. Moi, ce qui me choque encore une fois, c'est que rappelez-vous, il y a un an, on a changé le gouvernement et le Premier ministre à la suite du désastre des élections municipales. Tout le monde semble avoir oublié que la durée de vie de ce gouvernement, c'est à peine un an. Entre-temps, il y a eu les élections européennes. Et qu'est-ce qu'on a entendu en dehors du fait de focaliser sur le Front National, comme l'a dit le Premier ministre, on s'aperçoit essentiellement que avant le scrutin, le Premier ministre a commencé à dire qu'il y a de certains, c'est que lundi prochain, je serai là. Quelle que soit la décision des Français, de toute façon, nous ne changerons rien. Le gouvernement sera stable. Eh bien, écoutez, moi, je ne comprends pas ce genre d'attitude. C'est pas une attitude du tout républicaine. Normalement, lorsque la moitié de la France s'exprime, la moitié par le pourcentage de participation, eh bien, normalement, on devrait en tenir compte, ce qui est un déni totalement de démocratie. Hélène Conway-Mouret, est-ce que François Hollande devrait procéder à un changement de Premier ministre ou au minimum à un remaniement ministériel? Il appartient au président d'en décider. Moi, je pense qu'aujourd'hui, nous avons besoin de clarté. Nous avons besoin d'une ligne qui soit bien définie pour que les Français reprennent confiance en la politique, en ceux qui dirigent le pays. Et aussi, du point de vue économique, on a besoin de confiance, on a besoin d'investissement aujourd'hui. On a besoin de tout cela. Et de changer sans cesse en disant, voilà, on a une ligne, on va changer les personnes. Mais de toute façon, la ligne est tracée. Il faut réduire le déficit, il faut combler cette dette. Enfin, il y a quand même un héritage de 2012 aussi. La droite n'avait pas brillé et c'est pour ça qu'elle a été sanctionnée. Et donc aujourd'hui, il y a des objectifs qui sont assez clairs. Le Premier ministre les répète à l'envi. Il parle de l'emploi, il parle de l'investissement. Donc, je ne sais pas s'il y a un autre choix que de créer des emplois en France, d'attirer des investissements, de faire redémarrer l'économie, d'aller à l'international. Voilà la ligne que s'est fixée le gouvernement. Donc, je crois que les objectifs sont clairs. Le Premier ministre a tracé cette ligne-là. S'il devait y en avoir un autre, je crois que la ligne serait la même. Donc je ne vois pas, moi, l'intérêt, en tout cas, de changer aujourd'hui. Effectivement, dans ce qu'a dit Manuel Valls hier, dans son intention de maintenir ce cap, de continuer les réformes, il les a énumérées très clairement hier. La loi Macron, la loi sur le dialogue social, ça, ce sont quand même des positions, des projets de loi sur lesquels la droite pourrait être d'accord avec la gauche. C'est surtout de la communication, parce que la loi Macron, on a bien vu qu'elle est beaucoup plus critiquée dans la majorité présidentielle que dans l'opposition. Deuxièmement, nous, ce que nous pouvons considérer dans la loi Macron, c'est qu'il y a beaucoup de communication, mais très peu de réformes structurelles d'importance. Bercy annonce d'ailleurs qu'il y aura une loi Macron 2 avant l'été, en complément. Nous n'avons même pas étudié la loi Macron 1. Vous savez que le Sénat va siéger le 7 avril, la semaine prochaine. Qu'on apprend déjà qu'il y a une loi Macron 2 pour l'été. Alors ça veut dire que soit le travail a été mal fait dans le premier texte, soit on s'est aperçu très très rapidement qu'il était déficient sur un certain nombre de choses, mais la nécessité d'engager 3 mois après l'examen d'une loi qui, depuis plusieurs mois, occupe, je dirais, l'Assemblée nationale et le Sénat, démontre bien que le travail est mal fait. Une réaction peut-être, Hélène Conway-Mouret, effectivement, à l'arrivée de cette loi Macron 2 qu'on nous annonce avant l'été. Elle complétera Macron 1. Je crois qu'il y a beaucoup à faire.
En effet, on voit bien l'état dans lequel le pays se trouve, avec un besoin de relance. Tout le monde le sait, tout le monde s'y attache. Et à l'international, nous l'avons fait aussi. Laurent Fabius, aujourd'hui, est en train de mettre en place une diplomatie économique. Enfin, on voit bien qu'il y a cette volonté globale de l'ensemble du gouvernement d'agir dans ce domaine et de se dire que si, en effet, l'emploi est l'objectif principal, eh bien, il faut pouvoir le créer par le biais d'entreprises qui... Hélène Conway-Mouret, vous le disiez, l'UMP et l'UDI ont su s'allier pour remporter ces élections. Que peut faire la gauche? On sait qu'elle doit beaucoup à ces divisions. Est-ce qu'il faut une main tendue à la gauche de la gauche, aux écologistes? Qu'en pensez-vous? Jean-Christophe Cambadélis a débuté aujourd'hui un certain nombre de rencontres avec les partenaires de gauche. Je crois qu'il est important, et là j'en reviens à la clarté de la ligne, à la confiance que les Français doivent avoir en leur politique. Je crois qu'il est important bien sûr de s'allier, mais là aussi se retrouver sur un fond qui est clair et que les Français peuvent déchiffrer. Je crois qu'aujourd'hui, en tout cas c'est mon avis, les Français ne se tournent pas vers l'extrême gauche, par exemple, comme ils le font en Espagne ou en Grèce. Ces deux pays-là ont goûté à l'extrême droite et n'ont certainement pas envie d'y retourner. Et c'est pour ça que je parlais de radicalisation de la politique. Donc François Hollande n'a pas besoin de réorienter sa politique plus à gauche, c'est ce que vous dites ce soir? Bah, écoutez, il faut faire l'analyse des résultats aussi. Est-ce que ceux qui étaient opposés au gouvernement, notamment dans la politique économique qui est présentée, ont gagné ces élections? Et si ce n'est pas le cas, les Français ne leur ont pas fait confiance plus qu'à d'autres. C'est-à-dire que ce n'est peut-être pas ces éléments-là que les Français ont envie de trouver. Philippe Dominati, que va faire la droite de cette victoire? On sait que Nicolas Sarkozy vient demain au groupe UMP du Sénat. Vous l'avez dit, c'est une victoire vraiment personnelle du président de l'UMP ou une victoire collective? C'est une victoire collective, parce que d'abord, il y a les alliés de l'UMP. C'est une élection où vous avez aussi beaucoup de candidats divers droite. Je crois que l'intention affichée du président de l'UMP a été de rassembler au mieux. Je crois qu'il va continuer dans cette voie. Il y a une autre échéance qui arrive cette année, c'est l'élection régionale, avec un scrutin à la proportionnelle. On connaît les risques d'un scrutin à la proportionnelle pour avoir une majorité stable. Il est clair que le tripartisme tel qu'il s'est développé au cours de ces élections cantonales posera un problème dans ces régions qui viennent à peine d'être dessinées par le pouvoir. Et donc, effectivement, il va continuer. Et avant les régionales, Philippe Dominati, il y aura ce qu'on appelle le 3e tour de ces élections départementales. Ça se passe jeudi avec l'élection des présidents des conseils départementaux. On a vu dans ce journal 4-5 départements où les négociations sont serrées. Est-ce que droite et gauche peuvent s'allier pour empêcher le Front National d'emporter des conseils départementaux? Je crois qu'il n'y a aucun risque d'une présidence de conseil départemental prise par le Front National. Donc il n'y a aucune raison de s'allier. Chaque candidat doit présenter son projet. Mais il faudra peut-être s'allier pour avoir des majorités absolues. On l'a vu dans le Vaucluse ou dans l'Aisne. Sinon, on aura des situations de blocage. Si vous n'avez pas de majorité absolue, vous avez une majorité relative dans un département. Et donc, il appartiendra à la majorité relative de prendre le pouvoir. Mais ça sera compliqué si on a des majorités relatives pour prendre certaines décisions. Hélène Conway-Mouret, rapidement. Bien sûr. C'est pour ça que je crois que la position du Parti socialiste était beaucoup plus claire. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à comprendre le ni-ni, à savoir que on demandait finalement aux électeurs UMP de rester chez eux. Enfin, c'est une certaine conception de la démocratie ou de la République. Et donc, je crois que la position du Parti socialiste était... Ce sont des élus. Oui, bien sûr, mais je crois que dans cette majorité, le Parti socialiste sait avec qui il peut... Merci. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat. C'est la fin de cette édition. À 22h, Sonia Mabrouk reviendra, elle aussi, à l'occasion d'une édition spéciale sur les résultats et l'analyse de cette élection départementale. Très bonne soirée et à demain. Thank you.